Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la saison 2 de Sens Public. Grâce à vous, l'émission a remporté un vrai succès d'audience la saison dernière. Merci donc de votre fidélité. On va conserver la même exigence éditoriale, continuer de donner du sens à l'actualité, se mettre au service des citoyens, vous proposer des clés de compréhension des mutations profondes de notre société. Et cette saison, comme l'an dernier, je vous donne rendez-vous tous les jours, du lundi au jeudi. En début de saison, c'est bien de redonner les dates et les horaires. Donc c'est du lundi au jeudi, c'est à 18h en direct, c'est à 22h en rediffusion. 90 minutes qui seront découpées en deux grands débats. Un débat d'actu et un autre volontairement décalé de l'actualité du jour. Débat de société plus prospectif. Et justement, c'est à la fin du mois que le gouvernement doit présenter son plan de sobriété énergétique. Mais la Première ministre et le Président de la République occupent déjà le terrain. Emmanuel Macron tenait une conférence de presse tout à l'heure pour annoncer, même s'il n'a pas employé ce terme, une éventuelle taxe européenne sur les super profits. Il faut dire qu'avec un mégawattheure qui a dépassé les 1000 € fin août et un parc nucléaire qui tourne à 40% de ses capacités, la France va devoir résoudre une équation très compliquée. Quelle marge de manœuvre? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, l'actualité politique et notamment la campagne pour l'élection du nouveau président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, sans doute Aurélien Pradier. Le match s'est lancé ce week-end à Angers. Audrey Vuettaz était sur place au campus des jeunes LR. Porté par les encouragements de quelques jeunes, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, entre de plein pied dans la bataille pour la présidence du parti. Sa stratégie est simple, rassembler et relever une droite qui a, selon lui, trop déçu les Français. Ma conviction, c'est qu'après tant d'échecs au présidentiel, on peut relever le gant. Il n'y a pas de fatalité, mais à condition, et à une seule condition, c'est qu'on ne se contente pas de ripolliner la façade et qu'on change tout, du sol au plafond. Face à lui, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, un ami avec qui il partage de très nombreuses idées. Chacun essaye donc de marquer sa différence. Sur le régalien, on est à peu près tous d'accord. C'est sur l'économique aujourd'hui qu'il faut définir une ligne. Voilà. Et là, on a du travail à faire. Et moi, j'ai des lignes, elles sont claires, avec une baisse massive des impôts. Quelle ligne choisir? Quel chef pour l'incarner? Les cadres et les militants sont divisés. Certains restent fidèles aux députés sudistes. C'est un homme qui est loyal, qui n'a jamais trahi, qui a été fidèle à sa famille politique. Ce sont des valeurs importantes que doit incarner un président, un candidat en tout cas à la présidence de notre famille politique. D'autres, comme le sénateur Stéphane Le Rudulier, ancien soutien d'Éric Ciotti, ont franchi le Rubicon. La refondation de notre corpus idéologique, l'unité, le rassemblement devront être les maîtres mots. Et donc, je pense humblement que Bruno Retailleau, par son expérience de président de groupe, peut relever ce défi qui s'offre à nous pour les années à venir. Des divisions qui pourraient profiter à un troisième homme, Aurélien Pradier, qui se revendique d'une droite plus sociale, même s'il ne s'est toujours pas déclaré. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il faut toujours se méfier des troisièmes hommes ou des troisièmes femmes. Dans notre famille politique, comme dans toutes les autres élections, en général, c'est vers celui qui n'est pas attendu que les surprises arrivent. Les ténors du parti ont encore 3 mois pour faire la différence, mais cette compétition interne, dans une famille politique divisée, laisse craindre une nouvelle guerre des chefs à droite. Et pour ce premier débat de cette nouvelle saison de Sens Public, je suis très heureux d'accueillir Émilie Zapalski. Bonjour, bienvenue. Vous êtes communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Jean-Daniel Lévy, bonjour et bienvenue. Directeur délégué d'Aris Interactive. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire. Bienvenue, Jean, heureux de vous retrouver. Et Mathieu Croissando, très heureux de retrouver Mathieu également. Pareillement. Éditorialiste politique, présent tous les lundis et les mercredis dans l'émission, les mardis et les jeudis. C'est Laetitia Krupa qui est à votre place. Alors, on commence donc par cette bataille pour la présidence des Républicains qui va animer l'actualité politique pendant les 3 prochains mois, puisque le premier tour de
se tiendra les 3 et 4 décembre. Émilie Zapalski, je démarre sur la candidature de Bruno Retailleau. Est-ce qu'elle change profondément la donne pour vous ? Les deux, Éric Ciotti et Bruno Retailleau, sont à peu près sur la même ligne, sur le côté régalien. Alors on voit un Bruno Retailleau qui se veut plus rassembleur, un peu plus calme, on va dire. Mais je dirais que Éric Ciotti, il avait réussi son coup pendant la primaire des Républicains, parce qu'il était sorti du lot, il s'était révélé finalement. Et quelque part, c'est sa ligne qui a été suivie un petit peu maladroitement par Valérie Pécresse, mais il a imprimé quand même beaucoup, à la fois sur sa personnalité et aussi sur sa ligne. Oui, parce qu'il sort en tête du premier tour au Congrès. Ensuite, il perd parce qu'il a moins de soutien, mais il sort en tête au premier tour. Il sort en tête, et puis quelque part, c'était l'outsider, c'est celui qu'on n'avait pas vu venir, qui a eu beaucoup de personnalité, une façon de faire, un style, même avec son accent. Il y avait quelque chose qui marquait vraiment les esprits. Donc je pense qu'en termes de popularité et de sortir un petit peu du lot, il a le devant. Après, ils sont sur la même ligne. Donc est-ce que ça peut changer vraiment ? C'est vrai que le troisième homme, Aurélien Pradié, plutôt gaulliste, social, un peu plus macro-compatible d'ailleurs, on pourrait dire, va changer la donne. On pense tout de suite à, là, si on se projette un petit peu plus loin, c'est l'après-Macron, c'est le post-Macron qui va être intéressant, évidemment. Parce que des candidatures comme Aurélien Pradié, pour des gens déçus par Macron, avec une France qu'on dit beaucoup à droite, même si moi je suis un petit peu sceptique sur cette analyse, on comprendrait qu'il pourrait récupérer un petit peu les cendres d'un macronisme un peu, en tout cas des macronistes un peu déçus. Oui, 6 mois seulement de second mandat, mais tout le monde fait les mêmes analyses, se projette déjà dans l'après-Macron. On fera aussi cette analyse dans la seconde partie de ce débat, puisqu'on va parler du Parti Socialiste après la tribune que Bernard Cazeneuve a publiée dans le journal du dimanche. Jean-Daniel Lévy, est-ce que, si on parle de popularité, tiens justement, c'est pas faire injure à Bruno Retailleau de dire qu'il est peut-être un peu moins identifié, connu du grand public qu'Éric Ciotti ? Alors, c'est pas faire injure, et en plus, c'est vrai. Bon, voilà. Pour une fois, je dis quelque chose de juste. Ça commence bien, cette saison. Et dans le cadre des enquêtes qu'on peut être amené à réaliser, on a en gros 80% des Français qui déclarent qu'ils sont capables de pouvoir nous parler d'Éric Ciotti, en tout cas d'avoir un avis. Ça tombe à 65% lorsqu'on parle de Bruno Retailleau. Ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, quand on entre dans le détail, et notamment auprès de la population qui va le plus nous intéresser, c'est-à-dire les sympathisants, pas les électeurs, mais les sympathisants républicains, il y a une notoriété qui est plus importante en faveur d'Éric Ciotti, notamment parce qu'il a déjà passé en fait, l'étape du Congrès de la fois précédente, avec également un rôle de la télévision qui a été fondamental. Et donc, dans ce contexte-là, une croissance de l'exposition et de la notoriété qui a été extrêmement importante, donc qui profite chez les proches des Républicains en faveur d'Éric Ciotti, et qui, même en termes de question de confiance, qui est la question que nous posons de manière régulière, un avantage également en faveur d'Éric Ciotti par rapport à Bruno Retailleau. Pour faire vite, sur 100 proches des Républicains, vous en avez 51% qui déclarent accorder leur confiance à Éric Ciotti et un tiers à peu près qui déclarent accorder leur confiance à Bruno Retailleau. Il faut peut-être rappeler que ça sera quand même un congrès, donc c'est-à-dire fermé, auprès des militants et pas auprès des sympathisants. Ça va se jouer sur les cartes à jour, quoi. Ça va se jouer en fait, auprès d'un public qui va être un public restreint. Ouais. Là, si je ne me trompe pas, il y a un peu plus de 50 000 personnes qui sont en fait concernées, en tout cas aujourd'hui. Et puis, effectivement, comme vous l'avez indiqué, il va y avoir des mobilisations de cartes, c'est-à-dire en fait faire en sorte que dans les fédérations, il puisse y avoir le plus de personnes qui soient inscrites, avec l'hypothèse qu'elles soient amenées à voter pour les personnes qui les ont fait s'inscrire. On y reviendra tout à l'heure, il y a une analyse régionale qui va être faite forcément dans les dernières semaines qui précéderont le premier tour. Jean Garrigue, si on prend un peu la personnalité, là, alors on est sur les deux, pour l'instant, favoris, évidemment, on ne va pas jouer l'élection avant qu'elle soit réalisée. Et on dira un mot d'Aurélien Pradié, on va parler de Serge Gouard, qui est maire d'Orléans, qui est officiellement candidat lui aussi. On ne les oublie pas, mais si on parle de ce duel qui s'annonce entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, en termes de personnalité, peut-être d'héritage politique, ils sont assez proches. Comment vous les situez ? En tout cas, sur le régalien, ils sont assez proches. Il faut d'ailleurs rappeler, au fond, que ce sont deux candidats par défaut. Parce que celui qui avait vocation à prendre le parti, Laurent Wauquiez, s'en est abstenu. C'est quand même une donnée importante, parce que le candidat potentiel pour la présidentielle de 2027, c'est Laurent Wauquiez, a priori, parce que tout peut arriver en politique. Et donc, de la relation qui existera entre soit Éric Ciotti, soit Bruno Retailleau, soit Aurélien Pradié et Laurent Wauquiez, découleront beaucoup de choses pour cette famille. Quand Bruno Retailleau parle de ripolliner, il doit ripolliner une famille qui est avec une lézarde majeure au cœur de cette famille. On l'a vu au moment de la campagne de Valérie Pécresse, qui était une campagne
je dirais, comme on dit, c'est dual, presque écartelé entre deux lignes. Là, c'est pas le cas. Ils ont à peu près le même ADN sur le plan régalien. L'avantage, me semble-t-il, mais d'ailleurs ça a été évoqué dans le reportage de Bruno Retailleau, c'est quand même d'être depuis longtemps le patron des sénateurs républicains. Or, le Sénat, aujourd'hui, c'est quand même le bastion. Et c'est là où ils sont majoritaires, et c'est quelque chose qui, à l'intérieur de sa famille politique, l'a crédibilisé. Mais en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le plan de d'une forme de charisme, en tout cas de popularité, c'est plutôt Éric Ciotti qui aurait l'avantage. Mais je le répète, à droite, dans la tradition de la famille politique, il faut avoir une personnalité charismatique, c'est sûr. Et sinon, rien n'est possible. Mais il faut aussi quand même ménager des sensibilités. On voit qu'Hervé Morin, par exemple, les centristes de droite, on dit d'emblée, non, pas d'accord si c'est Éric Ciotti. Donc ça aussi, c'est des... Donc risque effectivement que la lézarde dont vous parlez s'agrandisse encore un peu plus, Mathieu. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est quand même une bataille de second couteau. On parle des Républicains. Ouais. On parle du parti qui a géré la France pendant 10 ans sur les dernières 2 décennies. On parle qu'a donné Jacques Chirac, qu'a donné Nicolas Sarkozy. Enfin voilà, il n'y a pas un ministre dans la bande. Ils n'ont jamais été ministres. Éric Ciotti était un outsider il y a un an. Depuis, il s'est forgé, je rejoins tout à fait Jean-Daniel, il est passé dans les politiques à droite qui peuvent prétendre être des politiques de premier plan, mais ce n'était pas le cas il y a encore un an, donc c'est tout frais. C'était un second couteau, un patron de fédération importante, il faut d'ailleurs le signaler. Il est patron sa fédé, c'est les Alpes-Maritimes, qui est une des plus grosses fédés des Républicains. Donc... oui, ça explique aussi les gros succès scores au Congrès. Mais Bruno Retailleau, c'était quelqu'un qui était dans l'ombre de François Fillon. Il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Je disais c'est des seconds couteaux parce qu'ils ne prétendent pas, aujourd'hui en tout cas, jouer les premiers rôles. C'est-à-dire que et l'un et l'autre sont des proches de Laurent Wauquiez, qui, lui, ne cache pas ses ambitions pour 2027. Donc, on joue la présidence d'un parti. D'habitude, quand on prend un parti, c'est qu'on veut le pouvoir. Enfin, classiquement, c'est ce qui s'est passé historiquement à gauche. Sarkozy à gauche, pardon de reprendre la main, mais c'est déjà ce qui s'est passé quand Christian Jacob est devenu le président de LR. C'était l'idée de ne pas avoir un présidentiable et de le faire sortir du bois plus tard. Ça leur a pas réussi. Il faut ensuite qu'il tire les leçons des présidentielles, parce que Bruno Retailleau dit tout doit changer, du sol au plafond. Alors généralement on ajoute et on va ouvrir les portes et les fenêtres. Enfin, il y a toujours une rhétorique comme ça de la refondation. Ripollinet que Emmanuel Macron avait employé dans le débat d'entre-deux tours. Vocabulaire. Mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour continuer à dire en 2012 on aurait dû gagner mais on a perdu, en 2017 on aurait dû gagner mais on a perdu, les Français sont d'accord avec nous, en 2022 on aurait dû gagner et on a perdu, on ne change pas le programme qui est bon, recycler des vieilles idées, Sarkozy, si c'est ça, les Républicains passeront à côté de l'essentiel. L'essentiel, quand on dit refondation, c'est changer non seulement le casting, les hommes, mais aussi les idées, le programme et la stratégie. C'est-à-dire quelles alliances. Et alors là, est-ce qu'il faut plutôt s'allier de temps en temps avec les macronistes ou de temps en temps avec Reconquête et pourquoi pas avec le RN. Ciotti avait dit qu'il était plus proche du RN que d'Emmanuel Macron, dans mon souvenir. Voilà, ce sont des débats qu'il va falloir trancher. Mais c'est donc pas juste une affaire de casting que vont porter ces hommes. Je pense qu'en effet, ils ont une première phase, c'est de se rassembler, de savoir quelle ligne. Et vous avez dit les seconds couteaux, mais non seulement ils sont ça, mais ils sont seconds couteaux aussi sur les thématiques. Le régalien, c'est pas la priorité à l'heure actuelle. On est plus sur l'inflation, l'énergie et l'écologie. Ils sont complètement absents de cette thématique, sauf le nucléaire. Ils ont absolument rien travaillé sur ces idées-là et ils ont rien de différenciant. Vous dites en effet, soit ils sont un petit peu proches du RN sur la sécurité et l'immigration, soit ils sont un peu proches de Macron, mais ils n'ont pas de ligne, il n'y a pas de fond. Et ça va être important. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, justement, dans le côté présidentiable après, c'est Éric Ciotti qui a tout de suite sorti ses cartes en disant « Moi, de toute façon, je soutiens Laurent Wauquiez ». Donc, quelque part, il arrive pour être président du parti, mais il a déjà dit quel était son choix. Laurent Wauquiez, il fait son chemin quand même en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fait un fonds régional souverain. Il fait ses petites expérimentations comme si la région servait un petit peu de marché
marchepied pour faire quelque chose de plus national. Il le fait de manière très indépendante par rapport même aux autres présidents ou présidentes de régions de droite. Il fait son chemin, il dit à l'État, moi, je n'ai pas envie de travailler avec vous sur la formation. Sur ce fond, pareil, souverain, il dit, je fais ce que je veux. Et il fait son chemin, il se met un peu à l'extérieur. C'était la stratégie de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand, de s'appuyer sur leur bilan de président de région, de président de région. Ça leur a pas forcément réussi. Et puis cette personnalité, moi j'ai des doutes aussi en termes de communication et de personnalité charismatique. Laurent Wauquiez, bon, il fait son effort, il crante un petit peu sur sa région. Moi j'ai quand même un petit peu je suis un peu sceptique, mais en tout cas l'idée de Ciotti de dire, moi je suis là pour être le marchepied d'un candidat, c'est pas idiot non plus. Il donne sa couleur tout de suite et il projette pour son après. Mais bon, c'est normal, on peut pas s'en empêcher, on se projette tous déjà dans la prochaine présidentielle, vous vous rendez compte. Mais il y a d'abord quand même l'enjeu de comment se positionner face aux mains tendues de l'exécutif. C'est intéressant. Alors on va quand même parler aussi des autres candidats ou quasi-candidats. Il y a d'abord Serge Grouard, donc le maire d'Orléans, qui lui est officiellement candidat et il prône un accord de gouvernement avec la majorité macroniste. Ça, c'est ultra minoritaire, Jean-Daniel Lévy, aujourd'hui, au sein de cette famille politique? Pas forcément d'un point de vue d'opinion, mais a priori d'un point de vue militante, oui. D'un point de vue d'opinion, quand vous interrogez en fait la manière de se positionner en fait chacun des groupes politiques, les personnes qui déclarent être proches des Républicains sont les plus enclins à considérer qu'il doit y avoir des accords et en tout cas pas d'opposition systématique de la part de leurs députés. Quand vous interrogez les électeurs qui ont voté pour un candidat de la NUP, un candidat du RN par exemple, globalement là ils sont beaucoup plus sur l'opposition systématique à l'égard de cet effectué de la part du président de la République ou de la part de la majorité présidentielle. Pour autant, quand on analyse, et si on analyse en fait ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire le dernier congrès interne des Républicains, la ligne est une ligne beaucoup plus dure, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus d'opposition. Mais ce n'est pas illogique. C'est-à-dire qu'il faut quand même aujourd'hui être militant républicain et se dire ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une personne qui déclare envers et contre tout, alors même qu'ils n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017, ce qui a pu apparaître comme étant un accident. Alors qu'ils n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, et là de manière extrêmement magistrale, en 2022, qu'on se déclare aujourd'hui proche des Républicains. Donc quand on est proche des Républicains, qu'on paye une cotisation et qu'on est militant, en aucune manière, à mon avis, on estime qu'il faut être un marchepied ou en soutien à l'égard du président de la République sur la question de l'autorité, sur la question de la sécurité, sur la question de la liberté, sur la question du rapport au travail, pour prendre 4 thématiques. Il y a clairement une césure entre cette frange de population-là et ce que peut penser le reste de la population. Oui, d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé ce week-end lors du campus des Jeunes LR, enfin, il y a beaucoup de ces jeunes militants qui n'ont jamais connu LR au pouvoir, parce que ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas au pouvoir. Donc ils y croient, mais bon, c'est très bien. Moi, je suis toujours admiratif de la passion politique, mais Jean Garry, c'est quand même une dimension qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que ça peut servir à un Aurélien Pradié, qui est, entre guillemets, le troisième homme, plus jeune, qui ne veut pas s'abîmer dans le combat des chefs? En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai suffisamment travaillé sur l'image de l'homme providentiel pour dire qu'au fond... la tentation du sauveur, c'est le titre de votre livre. Exactement, mais la droite, elle s'est toujours construite comme ça sur le charisme d'un leader. C'est-à-dire que ça a été le général de Gaulle, ça a été Chirac, ça a été Nicolas Sarkozy qui avait pris le parti, parce qu'il y avait ce charisme du leader, ce rassembleur. Parce que pour le reste, si on se parle franchement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les Républicains ont à apporter de neuf ou d'original dans ce qu'on disait, le débat politique? Le travail programmatique n'a pas suffisamment été fait. Bruno Retailleau, comme on l'a dit, c'était un proche de François Fillon. On peut imaginer que son programme, il a beau dire qu'il va ripolliner, ça va être très proche de ce que nous proposait François Fillon avant le Penelope Gate. Donc, franchement, aujourd'hui, pour peu que du côté de la Macronie, on fasse émerger au centre droit un candidat du style d'Édouard Philippe, qui a un peu de charisme et qui soit capable de rameuter une partie des troupes, et qui, sur le plan du programme économique et social, soit pas très très loin de ce que pourraient proposer les Républicains. Sur la droite, sur le plan du régalien, de l'identité, de l'immigration, vous avez quand même... Il y a un terrain qui est occupé. Éric Zemmour veut rester dans le jeu politique.
on se demande où est l'espace politique, on se demande où est précisément cette capacité à émerger, si ce n'est... Sauf si le macronisme ne survit pas à Emmanuel Macron. C'est ça. Même si le macronisme s'effondre, et à mon sens, il est vraisemblable qu'il se disloque, mais là, il y aura quelqu'un qui va émerger à droite d'Emmanuel Macron. Alors, je vais vous redonner la parole, Émilie, mais je voudrais qu'on entende Annie Genevard, qui est la présidente du parti LR, aujourd'hui, qui dit « Je vais jouer un rôle d'arbitre ». Elle veut une compétition, mais pas la guerre. Quand on préside, il faut pouvoir être un peu au-dessus de la mêlée. Et pour l'instant, mon rôle est d'arbitrer cette compétition, car c'est une compétition, évidemment, mais ça ne doit pas être une guerre. Donc moi, je suis un peu la garante de l'unité. Est-ce qu'il y a un risque quand même, Émilie Zapalski? Parce que quand il y a une compétition comme celle-là, surtout avec la tradition de la droite dont on parlait, c'est que les fêlures que vous évoquiez s'élargissent, que ça tourne à la bataille rangée. Et puis Jean le disait, l'historique de ce parti, c'était plutôt l'émergence naturelle, quelque part, d'un homme providentiel. Et c'est pas du tout... l'histoire a montré que quand il y avait des guerres de chefs, c'était très compliqué. Quand on recomptait les votes, c'était encore plus compliqué. Ça sombrait encore plus, ça faisait sombrer encore plus le parti. Moi, ce que je pense, en effet, je pense qu'ils peuvent jouer la montre, en fait. Mais ça va être le positionnement pendant le quinquennat de Macron est délicat. Mais l'idée, c'est de savoir comment se positionner pour jouer la course de fond s'il y a des déçus de Macron. Ils le font un petit peu quelque part avec cette assemblée nouvelle configuration. C'est eux qui ont fait voter, par exemple, les 30 centimes à la pompe, alors que le gouvernement voulait quelque chose de plus ciblé. Donc, ils essaient de jouer cet équilibre délicat entre pactiser un petit peu avec la majorité relative, mais en apportant leurs idées, tout en essayant de montrer leurs différences. Mais encore une fois, moi je le rappelle, je pense qu'ils n'ont pas assez d'idées. C'est marrant parce que je me souviens qu'il y a quelques années, les jeunes de LR disaient il nous faut des nouvelles idées. Eh ben, ils n'en ont pas des nouvelles idées. Ils n'ont aucune ligne nouvelle. Le régalien ne suffit plus. Pourtant, moi, je pense qu'il pourrait avoir une place. On le dit, cette France qui est à droite, elle cherche pas forcément toujours Éric Zemmour. Bon, il faut quand même un petit peu le remettre aux oubliettes, même s'il réapparaît. Mais le Rassemblement national, Marine Le Pen a réussi à se dédiaboliser, se normaliser. Mais il y a des gens qui iront toujours pas voter pour elle. Donc, il y a quand même une place à se faire s'ils arrivent à se rassembler. Lequel des deux, entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, peut faire ça? À voir. Et puis, moi, ce sera d'ailleurs le thème de notre second débat dans une trentaine de minutes. On va parler de la politique énergétique du gouvernement. Mais je voudrais vous entendre, Jean-Daniel Lévy, sur les thématiques de cette rentrée politique et de cette rentrée gouvernementale qui pourraient servir LR. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celles qui les portent, qui pourraient leur offrir l'occasion, et en tout cas l'occasion à ces candidats qui se présentent pour devenir président du parti, de se différencier, de marquer un territoire, de être à la fois une voie médiane entre le parti au pouvoir d'Emmanuel Macron et le RN de l'autre côté. Dans le cadre d'une grosse étude qu'on vient de réaliser pour le magazine Challenge, en fait, on avait identifié qu'il y avait trois principales mesures qui étaient attendues de la part des Français, en tout cas 3 sujets principaux. Le sujet de l'écologie et de l'environnement, c'est pas là-dessus sur laquelle LR est amené à se distinguer. Le sujet du pouvoir d'achat, qui a très profondément progressé. On a vu que c'est là-dessus en fait qu'ils avaient pris position, même si entre les députés et les sénateurs, ce n'était pas exactement la même ligne politique qui était suivie, notamment sur le rapport à l'essence. Faut-il ou pas bloquer le prix de l'essence à 1,50 €? Et puis, la troisième question, qui était la question de l'avenir de la jeunesse. Ce sur quoi peut-être LR peut être également un peu plus entendu. Parce qu'en fait, il y a également une dimension de perspective, en fait, aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait entendue de la part des Français lorsqu'on les interroge sur ce que peut être les perspectives d'Emmanuel Macron et le projet politique qui peut être porté de la part d'Emmanuel Macron. Si on est sur un regard qui va être un regard un peu plus ciblé, c'est-à-dire pas l'ensemble des Français, mais les électeurs qui se situent à droite sur l'échiquier politique. On va ajouter notamment la thématique de la sécurité et de l'immigration, qui sont d'ailleurs de plus en plus liées auprès de cette frange de population, alors qu'avant, quand vous interrogez des proches des Républicains, ils déclaraient beaucoup plus de sécurité et beaucoup moins d'immigration qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Et ce sont des points qui n'ont pas réussi à être palliés de la part de Gérald Darmanin, quand bien même celui-ci vient de cette partie de la droite. Donc il y a aujourd'hui clairement, sur la question de la sécurité, un point sur lequel il y a une attente de la part du cœur de cet électorat-là, en disant il faut faire en sorte qu'on soit amené à mieux vivre, à avoir moins peur et à faire en sorte qu'on puisse plus se projeter collectivement vers l'avenir. Il s'adresse en plus à un électorat qui est un électorat en moyenne, même si ça ne s'est pas vu à la dernière élection présidentielle, plus âgé
que la moyenne des Français et dont on sait qu'ils sont plus sensibles que les autres à ces thématiques de la sécurité. Alors l'autre actualité politique de ce week-end, c'est ce manifeste pour une autre gauche lancé par l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve. Texte publié dans le journal du dimanche, signé par 400 personnalités de gauche en désaccord avec la ligne pro-NUP du premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Mathieu, on va vous entendre analyser cette tribune de Bernard Cazeneuve. Il signe son retour. D'abord, plus qu'une tribune, c'est un long manifeste, plus une interview, s'il vous plaît. Donc, c'est vente et service après-vente. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Il fallait au moins ça pour le retour dans l'arène du plus pince sans rire des socialistes français. Alors qu'on se le dise quand même, Bernard Cazeneuve ne revient pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'était pas parti, explique-t-il. Et puis, il ne roule pas pour lui, il ne remplit pas un rôle. Il sert une cause, poursuit-il, faux modeste. En fait, on a retenu les pics de l'interview. La majorité macroniste, c'est un fan club. La gauche, qui est rétrécie à ses franges les plus sectaires. La grande internationale de la lutte contre le barbecue. Le PS qui s'est toutouisé. Bref, on peut voir que Bernard Cazeneuve n'a pas perdu le sens de la formule qui fait mouche. Sur le fond, en fait, il nous joue un air qui est assez connu. C'est celui de la gauche de la transformation, comme il l'appelle, contre la gauche de l'incantation. C'est le vieux débat qu'oppose depuis plus de 100 ans les réformistes contre les révolutionnaires. À gauche, le fond, pour le coup, n'est pas franchement révolutionnaire, même s'il faut noter le retour d'un mot quand même qui avait disparu du vocabulaire socialiste, je trouve, c'est le progrès, qui apparaît beaucoup dans la tribune. Le terme de progrès. La martingale de Bernard Cazeneuve, c'est la suivante, en gros, des services publics de qualité pour permettre une réelle ascension et justice sociale, des valeurs républicaines réaffirmées, et notamment la laïcité. On aime l'Union européenne, on fait de la transition écologique, mais avec du nucléaire, et puis on réhabilite les corps intermédiaires dans cette société fracturée. Tout ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est plutôt bien fait, c'est propre. On a presque envie de dire, comme la télé dans les années 80, merci Bernard. Mais. Parce qu'il y a un mais. Il y en a plusieurs même. Oui. Le premier porte sur son rôle. Bernard Cazeneuve, c'est pas n'importe qui quand même. Il a été, c'est un proche de François Hollande. Il a été ministre de François Hollande pendant 4 ans et demi. Pendant 6 mois, il a même été son Premier ministre. Bref, il est donc aussi, à sa façon, d'une certaine manière, comptable de ces années-là et de la situation dans laquelle la gauche s'est retrouvée en 2017. Mais de cela, j'ai pas compris s'il y avait le début d'une analyse autocritique. Il y a toujours un talent pour l'amnésie chez certains politiques. Voilà, dans le manifeste. Le second mai, il porte sur l'instant. Pourquoi maintenant et pas plus tôt, d'une certaine façon parce qu'après tout, Bernard Cazeneuve aurait pu reprendre le PS, comme beaucoup de ses camarades lui ont demandé à l'époque. Mais à l'époque, c'était sans succès. Il ne voulait pas. Bernard Cazeneuve aurait pu se porter candidat à la présidentielle, comme beaucoup de ses camarades le lui ont demandé à l'époque. Mais là encore, sans guère plus de succès. Vous l'avez compris, tout le monde a le droit de changer d'avis et de choisir son calendrier. Bernard Cazeneuve le fait. Mais on peut légitimement se demander si Cazeneuve et sa cavalerie n'arrivent pas trop tard pour sauver le Parti socialiste. On en profite pour rappeler les prochaines échéances pour les socialistes. Le prochain congrès, d'abord, début 2023, qui permettra aux socialistes de s'adonner à leur sport favori qui est se diviser pour mieux se compter. Là, il est quand même intéressant. Alors, on verra ceux qui ont été exclus ou non parce qu'ils ne soutenaient pas l'accord avec la NUPES. Vous savez qu'il y a eu des grandes discussions. Mais en tout cas, ça devrait permettre en tout cas de se compter à défaut de trancher une ligne, même si je pense que Olivier Faure part quand même assez favori dans cette aventure parce qu'il est quand même auréolé de cet accord qui a donné des députés et qui a fait réentendre la voix du PS. Et après cette étape, il y a une seconde échéance, évidemment, qui sont les élections européennes. Alors là, c'est la première occasion de voir si les toutous du PS reprennent leur indépendance ou s'ils restent dans la meute de la NUPES. On verra, c'est dans 2 ans. Allez, on va rebondir sur cette analyse. Émilie Zapalski, c'est la cavalerie. Bernard Cazeneuve, il arrive en retard. C'est un peu les vieux de la vieille, parce que quand même, on est sur un effet. Vous avez dit ministre de Hollande et Premier ministre. On est sur Stéphane Le Foll. Enfin, on est Cambadélis. Voilà, c'est le PS revisité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils arrivent en effet. Carole Delga qui s'est rajoutée aussi, et pas Hidalgo par contre. Mais Carole Delga, oui, ça fait partie peut-être des figures qui peuvent monter sur la gauche. Je trouve qu'ils arrive après la bataille et d'une manière un peu opportuniste parce que finalement, quelque part, il y a des thématiques de gauche qui sont réapparues dans le débat, qui ont infusé dans le débat. On le voit même encore là dernièrement avec la conférence d'Emmanuel Macron, même si Bercy, Emmanuel Macron ne veut pas absolument dire taxe sur les super profits, on est quand même sur une taxe sur les énergéticiens qui va être redistribuée, je parle au niveau européen, sur les ménages. C'est ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron cet après-midi. Alors, il y a toute la procédure européenne qui doit suivre, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. En tout cas, ces thématiques, elles n'existaient pas
je pense que ça vient aussi du fait que à l'Assemblée nationale, il y a des crieurs qui font partie de la NUPES qui ont un petit peu imposé ces thématiques. Elisabeth Borne n'était pas contre. Donc il y a ces valeurs qui refont jour. On peut aussi parler, Bruno Le Maire a parlé du crédit impôt recherche vert. Ça, c'était une idée des écolos, plutôt l'ISF vert. Donc on voit qu'il y a des thématiques qui reprennent, alors qu'on dit, c'est pour ça que moi je suis un peu sceptique, on dit que la France est à droite. Et là, peut-être que Cazeneuve s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité pour reparler de ces valeurs de gauche et qu'il y avait un public qui était preneur de ça. Mais oui, ils arrivent au bout de la bataille. La NUPES, malgré tout ce que tout le monde a dit, elle tient. On va voir pour les élections prochaines européennes. Mais pour l'instant, elle tient bon. Ça sera plus compliqué, hein. Mais oui, mais en attendant, à chaque fois on dit, oui, à chaque fois on dit, elle va se fracturer, ça va pas tenir. Elle tient. Elle fait des propositions ensemble. Ils tiennent malgré tout avec des voix différentes. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a dit, c'est pas grave si on a des voix différentes du moment qu'on a un accord minimum, puis on avance avec ceux qui veulent marcher. Je pense que c'est tout ça que Cazeneuve a vu. Il arrive un peu tard, il n'avait pas envie. Bon, voilà, maintenant il voit l'opportunité. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça peut pas reprendre. Il y a trop cette espèce d'ombre qu'a mené Hollande, hein, finalement, de dépeçage du PS. Et il y a plus cette ligne que représente d'une manière beaucoup plus extrême la NUPES. Je vais vous donner la parole sur l'expression toutouisée, parce qu'il a été largement commenté, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Mais un mot de la popularité de Bernard Cazeneuve. Évidemment, vous l'avez testé, notamment avant la présidentielle. Il est populaire, mais pas suffisamment pour se lancer dans une présidentielle. C'est quoi l'analyse, en fait? Sur le papier, il pourrait être suffisamment populaire pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande différence entre la popularité et le comportement électoral. Aujourd'hui, il y a une image qui est une image d'homme droit, de personne qui d'ailleurs a su tenir pendant la période des attentats, qui a la République chevillée au corps et qui globalement donne le sentiment d'avoir un cortex qui est assez fort et qui n'est pas toujours présent en fait de la part des personnes qui sont issues du Parti socialiste. Et pour autant, dès lors qu'on le teste d'un point de vue général en termes d'intention de vote ou en termes de parcours politique qui pourrait jouer à l'avenir, cette confiance ou cette opinion extrêmement positive a tendance à se dilapider de manière extrêmement rapide. Ça peut expliquer le côté j'y vais pas dont parlait Mathieu. Ça explique ou c'est la cause. Enfin, après, où est la voilà, mais c'est probablement en fait une des raisons explicatives à nos yeux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a un peu la perception en fait de la part des électeurs que Bernard Cazeneuve a envie d'être président, mais n'a pas toujours envie de faire campagne. Il a envie d'exercer des responsabilités, mais il n'a pas envie de tout mettre en œuvre pour pouvoir aller chercher ses responsabilités. Et il y a un regard très ambivalent de la part de nos compatriotes, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement critiques à l'égard des responsables politiques, où on leur dit « vous voulez toujours le pouvoir, vous faites tout pour pouvoir y arriver, etc. » Mais dans un même élan, quand ils ne le font pas, ils ne bénéficient pas d'un support d'un point de vue d'opinion. Et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'actions qui ont été menées de la part de Bernard Cazeneuve, il n'y a pas eu de tournée des fédérations, il n'y a pas eu en fait d'expression de sa part en disant « je souhaite être candidat à l'élection présidentielle », il n'y a pas eu même de mobilisation de troupes ou autre. Et donc dans ce contexte-là, c'est plus en fait une forme de figure tutélaire qui existe et qui ne permet pas aujourd'hui de se transformer en termes de regard extrêmement positif. Sur un registre qui est extrêmement différent, c'est exactement ce qui s'est passé pour Christiane Taubira, qui était extrêmement forte d'un point de vue d'opinion, qui disposait d'un capital d'appréciation de la part des électeurs de gauche d'un point de vue général qui était extrêmement élevé, mais dès lors qu'on l'a testé en termes d'intention de vote dans le cadre de l'élection présidentielle, et je dis ça avant qu'elle n'ait pas pu se présenter, elle était très basse. Donc il y avait cette forme de différence entre une forme de capacité à pouvoir donner des lignes de conduite qui sont appréciables, mais qui ne sont pas forcément en capacité de pouvoir être portées par l'émetteur à proprement parler. Alors, le PS toutouisé par Jean-Luc Mélenchon. On écoute la réponse d'Olivier Faure, c'est le premier secrétaire du PS, évidemment, c'était sur France Inter hier. Ça fait un certain temps que ce qui m'intéresse, ce ne sont plus les socialistes qui sont contre tout le monde, enfin, qu'il y a une espèce de gauche qui n'aime pas la gauche, qui n'aime pas les écologistes, qui n'aime pas les communistes. Qui avait signé cette tribune. En fait, je vois qu'il y a des gens qui sont des soutiens de longue date d'Emmanuel Macron, qui soutiennent son action au gouvernement. Je vois des gens qui, bizarrement, ont demandé aussi être soutenus par la NUP pour leur élection législative et qui maintenant sont... je ne peux pas donner de nom, je ne suis pas là pour faire du name dropping. Là. Mais il y a des gens qui, vous verrez, vous regarderez, il y a des gens qui n'ont pas eu de concurrents à gauche pour leur élection et qui maintenant viennent dire les insoumis, les écologistes...
Jean Garrigue, cette expression Olivier Faure, toutou de Jean-Luc Mélenchon, ou le PS toutouisé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je pense qu'il n'est pas très honnête de la part d'Olivier Faure de renvoyer les 400 signataires de ce manifeste, et notamment Bernard Cazeneuve, à un soutien plus ou moins déguisé à Emmanuel Macron, ou au contraire un opportunisme par rapport à la NUPES. Parce que Bernard Cazeneuve, il y a beaucoup de défauts, mais au moins on peut lui reconnaître celui d'une certaine rigueur. Ça lui a été reproché d'ailleurs, mais pour ne pas... lui, son argument pour expliquer une forme de mise en retrait, c'est de dire que justement qu'il ne voulait pas perturber ce qu'étaient les campagnes successives du Parti socialiste. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir été à la soupe auprès de Macron. Ça, c'est un fait important. Deuxièmement, si vous comparez en termes de stature, par rapport à l'opinion publique, en termes de stature d'homme d'État, Bernard Cazeneuve et Olivier Faure, je pense que la différence, elle est immédiate pour la plupart des Français. Maintenant, la question de la toutouisation, elle est fondamentale parce que c'est la question de l'avenir de la gauche. Je veux dire que on sait bien quelle a été la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est parti du Parti socialiste parce qu'il était en désaccord avec la ligne et surtout parce qu'il était minoritaire. Et parce qu'il était minoritaire et parce qu'il voulait... Il a décidé à un moment donné de devenir majoritaire dans la gauche, de porter une autre conception de la gauche et d'écraser le Parti socialiste. Cette autre conception de la gauche, cette gauche que nous présente non pas la NUPES mais la France insoumise, c'est une gauche, il ne faut pas se le cacher, qui vient d'une tradition d'extrême gauche, une tradition trotskiste, qui est une tradition qui peut avoir son utilité, son respect, porter des valeurs, avoir réussi ce coup de réunir la NUPES, même si ce n'est pas un coup d'éclat sur le plan électoral, puisqu'au fond, la NUPES, c'est à peu près l'addition des voix de gauche d'avant. Bref, il y a quelque chose là qui est une autre gauche. Or, ce que nous dit l'histoire de la gauche, c'est que chaque fois qu'elle a été au pouvoir, c'est parce que précisément la gauche que représente Bernard Cazeneuve, grosso modo, républicaine, il dit républicain de gauche, laïque, etc., était dominante à l'intérieur de la gauche. Ça, c'est l'histoire. Ça veut dire, vous dites, si on se place dans cette perspective, est-ce qu'une gauche radicale peut remporter des élections nationales? Exactement. Et c'est tout simplement l'explication de la démarche d'un Cazeneuve. Je pense que Cazeneuve pense que c'est une autre gauche qui peut faire gagner les gauches. Donc, est-ce que c'est encore un calcul qui est applicable en 2022? Ça, c'est encore autre chose, et encore plus en 2027. Mais de toute manière, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se joue dans la reconstruction de la gauche. Or, moi, j'estime que au cas où, probable, il y ait une sorte de dislocation de la Macronie dans les 5 ans qui viennent, c'est inévitable, il va y avoir un potentiel, il va y avoir un espace politique, justement, pour cette gauche, pour ces républicains de gauche que représente Bernard Cazeneuve. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que son initiative, aujourd'hui, soit condamnée à l'échec. C'est une possibilité. Mais, si vous voulez, sur le plan politique, à long terme, il y a éventuellement un espace pour lui. Mathieu, oui, au-delà de la détestation que les uns et les autres se vouent entre Jean-Luc Mélenchon et ses anciens camarades du PS, il y a chez certains au PS cette inquiétude qui est exactement ce que disait Jean, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'il y ait de majorité sociologique ou de majorité électorale en France pour une offre de gauche radicale, autrefois on disait révolutionnaire, parce que ces gens-là, qui ne sont pas des turiféraires forcément de François Hollande, disent, on sait bien que en France, vu la pyramide des âges, vu l'âge des votants, enfin, il y a le penchant pour la radicalité est minoritaire. Il n'y aura pas 50% plus 1 des Français qui voteront pour ça. Je vais me tourner forcément vers vous, Jean-Daniel, pour répondre à cette question. C'est ce qu'ils disent. Oui, jusqu'à présent, c'est le sens de l'histoire. Jusqu'à présent, c'est le sens de l'histoire. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre le propos qui peut être tenu et la personnalité qui le tient. C'est-à-dire que quand vous testez aujourd'hui un certain nombre d'arguments qui sont exprimés de la part de la France insoumise, sans dire aux personnes interrogées que ça provient de la France insoumise. Ça, c'est vraiment intéressant. Et sans même utiliser le terme Jean-Luc Mélenchon, globalement, il y a un soutien qui est un soutien qui n'est pas majoritaire, mais qui est même écrasant. Écrasant. Ça rejoint ce que disait Émilie sur la France est peut-être passée à droite. Faire vite tout ce qui renvoie à une forme de justice sociale qui traverse globalement notre pays quasiment depuis 1789. Si vous ajoutez un terme
à côté de cela, qui est le terme France Insoumise, ou si vous ajoutez un deuxième terme, qui est un terme Jean-Luc Mélenchon, là, pour le coup, le regard est un regard beaucoup plus distant. Parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement le fond, il y a également la forme, la manière dont les idées sont exposées et leur effet politique qui peut être perçu de la part des citoyens. Parce que ça n'apparaît pas toujours comme étant par la suite une adjonction de mesures, mais un système politique. Et là, ce système politique va également interroger d'un point de vue plus général. Alors, on sait que du côté de la France Insoumise, ils théorisent le fait que de toute façon, il faut parler fort. Parce qu'il dit autrement, on ne se fait jamais entendre. Voilà. Donc ils sont justement pris dans cette forme d'étau, en se disant qu'ils sont obligés, s'ils veulent se faire entendre, passer le mur du son médiatique, entre guillemets, arriver à créer justement ces lignes de fracture d'un point de vue d'opinion, et dans un même élan, ce qu'ils disent n'est pas toujours rejeté dans l'absolu, en tout cas mesure par mesure. Et alors ça explique aussi la stratégie de ce parti d'opposition, mais ce n'est pas le seul, face au Conseil national de la refondation. Je pense que Steve Jourdain doit être juste là. Steve, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la saison 2 de Sens Public. Vous serez là régulièrement, évidemment, comme d'autres brillants journalistes de la rédaction de Public Sénat. Alors, on fait un peu de pédagogie. Vous nous rappelez ce qu'est ce CNR ? Le CNR, c'est une nouvelle méthode de gouvernement. C'est en tout cas comme ça qu'Emmanuel Macron a présenté les choses. Petit retour en arrière, Thomas, on est début juin, juste avant les élections législatives. Emmanuel Macron accorde alors une interview à la presse régionale et il annonce un changement de méthode pour son second quinquennat. Manière de répondre à ceux qui l'accusent de pratiquer un pouvoir trop solitaire, trop vertical, trop jupitérien. Il déclare la chose suivante. J'ai porté 5 objectifs pendant la campagne électorale. L'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Pour les atteindre, je veux réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et de citoyens tirés au sort. Il faut rassembler la nation autour de ses priorités. Fin de citation. On le voit, le CNR, c'est à l'origine quelque chose de très ambitieux. C'est pas vraiment étonnant, hein. On est juste avant les élections législatives et Emmanuel Macron pense obtenir une majorité plutôt confortable à l'Assemblée nationale. On sait comment ça s'est terminé pour lui. Effectivement, ça c'est donc début juin. Qu'est-ce qu'on sait depuis ? Est-ce qu'on a plus de détails sur les contours de ce Conseil national de la refondation ? Non, pour le moment, tout est flou. La seule chose qui est sûre, c'est que ça sera François Bayrou qui présidera les débats. On nous dit aussi qu'Emmanuel Macron pourrait soumettre certaines propositions du CNR à un référendum. Et puis, c'est à peu près tout, hein. Thomas, c'est à peu près tout ce qu'on sait du Conseil national de la refondation. Fin de chronique. Vous avez encore des choses à dire. J'ai encore quelques petits trucs à dire. C'est tellement flou qu'au sein même de la majorité présidentielle, certains doutent de son utilité. Ce matin, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a essayé de remobiliser les troupes. Écoutez-la. Le Parlement siège, et il siège en ce moment même. Le Parlement, ça n'est pas que la séance publique dans l'hémicycle. J'ai pour habitude de dire, l'hémicycle, c'est la partie émergée de l'iceberg. Évidemment, la question avant jeudi, c'est qui va y participer ? Pas Gérard Larcher, pas le président du Sénat. Regardez cette lettre qu'il a envoyée à Emmanuel Macron, c'était fin août. Le risque de confusion que le Conseil national de la refondation recèle et les incertitudes qui demeurent sur son rôle véritable est perçu comme une forme de contournement du Parlement, c'est-à-dire de la représentation nationale. Pas de Gérard Larcher, donc pas de Sénat au CNR ce jeudi. Même son cloche du côté des oppositions, RN, LR, NUPES, tous dénoncent une opération comme de la part du chef de l'État. Je vous ai fait une petite liste de ceux qui en seront et de ceux qui n'en seront pas. C'est non pour les principales associations d'élus locaux, Association des maires de France, Assemblée des départements de France, Région de France. C'est donc non également pour les Républicains, le RN, la NUPES et le syndicat Solidaire. En revanche, c'est oui pour la République En Marche, évidemment, le MoDem, la CFDT, la CFE, CGC, la CPME ou encore le MEDEF. On attend maintenant la position, la réponse définitive de la CGT et de Force ouvrière, mais a priori pour les deux centrales syndicales, ce sera non, ce sera niette pour elle aussi. Le CNR, pour l'instant, une institution très très confidentielle. Merci Steve pour cette analyse. Est-ce qu'il est mort-né ce CNR, Jean Garrigue ? Toujours difficile de le dire, il part assez mal. Le Conseil national de la résistance, à l'époque, il avait 2 avantages. C'est qu'il était porté par le général de Gaulle, dont le prestige historique était incontournable. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et puis, il pouvait s'appuyer sur l'ensemble des partis politiques, de la droite à la gauche, et des syndicats qui étaient représentés, plus les mouvements de résistance. Donc là, on est évidemment dans un cas de figure totalement différent avec ce Conseil national de la refondation.
c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose, mais c'est vrai aussi qu'au moment où on assiste quand même à une résurgence du parlementarisme, dont je me suis félicité abondamment, et dont je ne suis pas le seul d'ailleurs. Notamment sur ce plateau. Notamment sur ce plateau. On assiste à une résurgence du Parlement. Ça a été le Sénat au départ, avec l'affaire Benalla, etc. C'est aujourd'hui l'Assemblée nationale. Il y a un CESE, Conseil économique, social et environnemental. On se demande véritablement ce que peut être l'espace dévolu à cette nouvelle Assemblée. Maintenant, dans l'absolu, moi je ne suis pas contre, parce que on a assez reproché à Emmanuel Macron sa présidence jupitérienne. Le fait de créer quelque chose, une instance de concertation préliminaire au débat parlementaire, mais une instance de concertation qui ne soit pas simplement de la concertation, qui soit ensuite une instance de proposition, y compris d'amendement de ce que pourrait être la ligne proposée par le président de la République. C'est-à-dire une instance dans laquelle on pourrait véritablement transformer ce qu'est le pronom. Je sais bien que là, je suis dans une utopie totale, mais dans l'absolu, ça pourrait être très intéressant. Allez, je vous demande d'être bref les uns et les autres, parce que le temps a filé. Un mot là-dessus. Les essais d'avant, grand débat national, convention citoyenne sur le climat, le résultat de décision, ça a été 0, donc c'est encore une concertation pour blablater. Moi, ce que je trouve assez comique, c'est que c'est vrai que ça ressemble un peu à un CESE, un Conseil économique, social et environnemental bis. C'est François Bayrou qui devrait prendre la tête du Conseil national. Et le CESE a retoqué un petit peu la première note que Bayrou avait fait quand il est au commissaire au plan, quoi. Donc il se fait retoquer sur l'écologie, sur la pauvreté. Et là, on nous remet ça avec François Bayrou à la tête. Je trouve qu'on prend beaucoup de temps pour les diagnostics qu'on connaît déjà. Il faudrait peut-être des décisions. Je pense que c'était pas le lieu forcément d'un diagnostic. Moi, je pense qu'on peut pas dire. On peut pas dire en France. Il y a une crise de la représentation démocratique. On a des taux d'abstention records. On a une société fracturée, qui est un discours, qui est un constat que font à peu près toutes les forces politiques, et jeter toute initiative d'essayer de faire un peu autrement. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron a des arrière-pensées. Bien sûr, il espère embarquer tout le monde dans un calendrier de réforme. Et bien sûr, son passé ne plaide pas pour lui, parce qu'il a eu une présidence très verticale. Après, il n'a pas d'échelle électorale à suivre, puisque, a priori, il ne pourra pas se représenter. Ça, c'est une chose. Mais de la part des oppositions, eux aussi ont des arrière-pensées. C'est que les gens ne veulent pas y aller. Pourquoi ? Mais pour essayer de faire chuter Macron, de ne pas faire un cadeau à l'exécutif. Et donc les mêmes qui se targuent de mots sur il faut réconcilier la France, il faut pouvoir élaborer ensemble, il faut rechercher du consensus. Aucun ne veut du consensus, tout le monde est en ses arrière-pensées. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, parce que jeudi, qu'est-ce qui va se passer à Marcoussis ? Il va y avoir une sorte de comptage, quoi. Ce qu'a fait Steve dans sa chronique à l'instant. Bon, il y a le constat des chaises vides. Vous voyez ce que je veux dire, Jean-Yann Lévy ? Et ça, je pense, moi, que dans l'opinion, ça finira par peser, parce que c'est peut-être de la com, c'est peut-être vide de sens, mais le gouvernement, l'exécutif tend la main aux oppositions, au Parlement, là au CNR, pour l'instant sans avoir de réponse. Encore une fois, je suis pas dupe du caractère de com de cette main tendue, mais comment ça pèse dans l'opinion, ça ? Les refus successifs. Là, pour l'instant, en fait, personne ne sait exactement ce qu'est le CNR. Et je pense que nous quatre autour de la table, on n'est pas forcément d'accord sur à quoi il va servir. Donc, plus l'objet sera défini, plus en fait les Français pourront se positionner par rapport à celui-ci, parce qu'en fait Jean indiquait en fait que c'était probablement une instance de concertation préalable à la mobilisation en fait des corps législatifs constitués. Ça n'a pas forcément été indiqué de cette manière-là. Et même et donc même le fait que du côté d'En Marche ou du côté des ministres, à travers des indiscrets, plus ou moins indiscrets, ils disent en gros on n'y croit pas, on n'est pas d'accord, ou on a du mal à savoir ce que c'est, ça rend les choses difficiles. Donc peut-être que déjà le premier aspect, ça sera définir l'objet, définir la temporalité, peut-être définir une méthode de travail, un objectif précis, puis après voir justement si les Français sont plus ou moins sévères avec ceux qui vont adopter la politique de la chaise vide. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat de la saison 2 de Sens Public. On était, j'espère, au niveau de la saison 1, donc moi je veux pas trop la ramener, hein. Ce sont les téléspectateurs qui jugeront. En tout cas, c'était un plaisir de redémarrer avec cette actu politique et avec vous quatre.